L'État condamné pour faute lourde et pour de multiples dysfonctionnements dans l'affaire Estelle Mouzin. Son visage, le visage d'Estelle, nous le connaissons tous. Le voici depuis ce soir d'hiver 2003 et sa disparition. Nous avons vu son père, qui est notre invité, se battre comme un diable pour la retrouver en vain. L'enquête s'est enlisée avec en toile de fond cette ombre machiavélique du couple Fourniret. J'accueille sur ce plateau Éric Mouzin. Merci infiniment, monsieur, d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons revenir vers vous dans quelques instants. Francis Nachbar, ancien procureur de la République de Charleville-Mézières, auteur de Ma rencontre avec le mal aux éditions Mareuil, et Michel Fine. Merci d'être là, journaliste et autrice du livre Dans le cerveau du tueur, l'affaire Monique Olivier, Michel Fourniret, aux éditions Fayard. Monsieur Mouzin, d'abord, avant de revenir sur les étapes de cette affaire, racontez-nous votre réaction. Je vous ai vu le jour de la condamnation de l'État. Quand vous apprenez que l'État est condamné pour faute lourde dans le dossier de votre vie, comment est-ce que vous accueillez cette décision ? La première réaction, c'est bien sûr la satisfaction, parce que nous demandions la condamnation de l'État. Quand je dis nous, c'est le cabinet Seban et moi. Nous demandions la condamnation de l'État. Donc, le jugement qui est tombé mercredi après-midi le confirme. Ensuite, bien sûr, j'ai relu, parce que ce document il est important, donc je l'ai relu plusieurs fois pendant la nuit de mercredi à jeudi pour nuancer un petit peu ma première réaction. Et on va le décrypter, mais humainement, physiquement, qu'est-ce que ça fait ? Ça vous retombe sur les épaules ? Quelle sensation vous avez ? Vous savez, ça fait quand même plus de 20 ans que je suis un peu ballotté de ci et de là au gré de toutes les vicissitudes de l'enquête. On a réussi à passer à travers, quand je dis nous, là c'est la famille, on a réussi à passer à travers les conséquences du procès d'assises de Nanterre de décembre 2023, qui était quand même un moment particulièrement dur. On va y revenir, oui. Donc, je ne vais pas dire que le cuir s'épaissit, mais voilà. Vous nous disiez tout à l'heure, et si l'État faisait appel ? Non, c'est un peu une formule anecdotique. L'État ne peut pas faire appel, parce que ce jugement, en fait, lui rend un grand service. Je pense que ce jugement pourrait s'appeler opération désamorçage. Si on prend le dernier jeu de conclusion du cabinet Seban, qui a été diffusé avant les plaidoiries du mois de juin 2025, on a la démonstration de l'enchaînement à la fois des conséquences de l'absence de moyens de la justice, des moyens de la justice en général, des moyens de la justice en particulier, un mot en particulier avec les superpositions de magistrats et certains défauts. Le millefeuille, en fait, ce que vous dites. Oui, et l'absence... Enfin, il faut imaginer une vision complètement centrée sur un magistrat tout seul dans son petit bureau au tribunal de Meaux. C'est d'ailleurs ce que dit le jugement aujourd'hui, parce que ce jugement, il est plein de contradictions. Ce jugement, il dit les différents services qui étaient condamnés par le parcours criminel de Michel Fourniret, tout ça, ne se sont jamais joints pour communiquer. C'est bien ce qu'on leur reproche. Alors, je pense que le procureur va nous l'expliquer. Mais pour tous nos téléspectateurs qui ne se souviennent pas forcément. Et donc, on a cet enchaînement qui aboutit aussi à un moment à un défaut de pilotage de l'instruction. Le chef de bord de l'instruction, c'est le juge. Le juge donne des instructions à ses services d'enquête. Les services d'enquête répondent. Alors, on va décrypter tout ça dans le détail, mais pour nos téléspectateurs qui ne sont peut-être pas nés en 2003, quand Estelle Mouzin a disparu, le rappel des grandes étapes de cette affaire, c'est avec Pierre-Louis Bousset. C'est sur un chemin qu'Estelle Mouzin connaît très bien, entre son école et son domicile, que la jeune fille disparaît le 9 janvier 2003. L'écolière est aperçue pour la dernière fois devant une boulangerie de sa commune de Guermantes. Le travail des autorités pour tenter de retrouver la jeune Estelle ne donne rien. L'enquête patine, s'enlise. En 2018, 15 ans après la disparition, le père d'Estelle Mouzin décide d'attaquer l'État en justice. On est passé de 50 000 pièces de procédure à 80 000 pièces de procédure, ce qui devient surréaliste. Le juge qui va être remplacé dans 2 ans devra tout reprendre pour comprendre où en est le dossier.
L'étau finit par se resserrer autour d'une piste précédemment étudiée et abandonnée. Celle de Michel Fourniret, déjà condamné pour le meurtre de 7 autres femmes en 2008. Le tueur en série vient d'être dénoncé par Monique Olivier, sa compagne et complice. En 2020, Michel Fourniret reconnaît l'enlèvement et le meurtre de la petite Estelle Mouzin. Mais celui que l'on surnomme l'ogre des Ardennes est alors au crépuscule de sa vie. Il meurt l'année suivante, sans avoir été jugé pour ce dossier. Où le corps de la fillette a-t-il été dissimulé? Quelle souffrance la jeune fille a-t-elle endurée? De nombreuses zones d'ombre persistent. Michel Fourniret est mort. Il n'a jamais répondu de ses actes. Nous ne savons pas exactement ce qui est arrivé à Estelle, sauf qu'ils l'ont tuée, que le couple l'a tuée. En 2023, Monique Olivier est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour 3 meurtres, dont celui d'Estelle Mouzin. Cette semaine, c'est l'État qui a été condamné pour faute lourde en raison de dysfonctionnements dans l'enquête sur la disparition. Alors avec nous, donc Michel Fine, journaliste, et Francis Nagbar, ancien procureur de Charleville-Mézières. On va pointer avec vous tous ces dysfonctionnements, toutes ces défaillances de l'enquête. Est-ce qu'on peut reprendre ce que disait Éric Mouzin? Ça démarre dans le bureau d'un juge à Meaux et ensuite, comment ça déraille? Pour moi, ça déraille dès le début. L'enquête, elle est confiée à un juge d'instruction du tribunal de Meaux. En fait, il ne va pas y avoir un juge d'instruction. Au fil des années, en 15 ans, il va y avoir 10 juges d'instruction. C'est un dossier, il y a 50 000 codes. C'est un dossier qui est monstrueux, qui est énorme. Alors, un juge d'instruction reste 2 ans. Il ne peut pas prendre connaissance de l'entièreté de ce dossier. Donc, effectivement, comme vous dites, il n'y a pas de pilote dans l'avion, c'est-à-dire qu'on passe d'un juge à un autre. Donc, c'est le service. Vous avez dit 10 juges en 11 ans. Oui, même pas 2 ans. En 15 ans. 10 juges en 15 ans. Et à peu près autant de gardes des Sceaux. Probablement, oui. Ce qui est important de comprendre, ce qu'il est important de comprendre, c'est que du coup, le pilote, il est au service enquêteur. C'est la police judiciaire de Versailles qui est le service enquêteur, qui travaille sur cette affaire, qui décide un petit peu de la procédure à suivre. Et la PJ Versailles, elle a une conviction dès le départ, c'est que ce n'est pas Fourniret. Mais pourquoi? Dès le départ. Mais pourquoi elle a cette conviction? Alors, moi, je tournais avec eux en 2015. J'ai tourné avec eux pendant la garde à vue d'une dame qui a relancé la procédure. Et en fait, ils m'ont expliqué, leur conviction, c'est que ça ne pouvait pas être Fourniret parce qu'il était en Belgique à l'époque des faits et que la disparition d'Estelle se passe à 245 km de là. En Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, et qu'il neigeait énormément. Et eux, il va leur falloir 3 heures pour aller de Versailles à Guermantes. Et donc, si eux, il leur a fallu 3 heures sous la neige, Fourniret ne pouvait pas être venu. Donc ça, c'est vraiment leur conviction. Leur deuxième conviction, c'est que elle n'était pas la victime type de Michel Fourniret, parce que Michel Fourniret s'attaquait à des femmes plus âgées. C'est oublier que Michel Fourniret, il a enlevé la petite Elisabeth Brichet, qui avait 12 ans à Namur. Il a reconnu ce meurtre, et c'est parce qu'il a reconnu ce meurtre de la petite Elisabeth Brichet que la police judiciaire belge, qui a entendu Fourniret, qui a fait avouer Monique Olivier pendant 1 an d'interrogatoire, qui a fait avouer Michel Fourniret, c'est en pensant à cette petite fille que quand Estelle disparaît et que Fourniret est arrêté, ils disent « mais on pense que c'est votre client ». Et ils en parlent à la police judiciaire de Reims, qui en parle à la police judiciaire de Versailles. Quand Fourniret est arrêté en juin 2003, tout de suite, ils se disent, ce type-là, il a de la famille en région parisienne. Tout de suite, très très vite. Et donc, il faut dire à la police judiciaire de Versailles que c'est lui. Mais la police judiciaire de Versailles pense que c'est pas lui. Parce qu'il y a la neige, parce qu'il a un alibi aussi. Il a un alibi. Et ça va tout fausser dès le départ. Oui, ça fausse. C'est-à-dire que l'arbre de l'enquête va pousser de travers, quoi. Oui, je pense. Et puis, moi, je pense. Oui, pardon, mais c'est pas seulement depuis le départ, c'est tout au long. Ça va tout fausser pendant 20 ans. Parce que vous allez alerter. J'ai alerté déjà en juillet 2010. Dites-nous, vous êtes ce que vous faites. Je suis procureur de la République à Charleville-Mézières. J'ai suivi, comme directeur d'enquête, ou tout au moins en étroite concertation avec les juges d'instruction, co-saisis dans cette affaire pendant 4 ans. J'ai passé une centaine d'heures avec Fourniret à discuter avec lui. Et j'ai également requis à son procès d'assises en 2008. Mais dès 2006, ça faisait 2 ans que je côtoyais, que je m'abîmais en quelque sorte avec Fourniret. 3 ans après la disparition d'Estelle, 3 ans après la disparition d'Estelle, j'envoie un courrier de 3 pages
à la DACG, à la Direction des Affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, pour indiquer que ne connaissant rien du dossier d'Estelle Mouzin, puisqu'il était instruit à mot, que je n'avais jamais lu aucune pièce du dossier, j'étais néanmoins convaincu, et j'utilise ce terme, convaincu de la culpabilité de Fourniret dans l'enlèvement et le meurtre d'Estelle Mouzin. Réponse. Et j'explique par toute une série d'indices les raisons ce ne sont pas des preuves, ce sont des indices, un faisceau d'indices. Aucune réponse. Aucune réponse. Rien. Même pas un accusé de réception. J'ai appris lors du procès de novembre 23, De Monique et en Olivier. fait, pendant 2 jours, il y a 2 ou 3 jours, il y a des magistrats de la chancellerie qui n'ont aucune expérience de terrain, qui se sont simplement amusés à disséquer mes différents arguments, mes différents indices, pour les écarter. Et ça continue, parce que 2 ans après, j'assiste à une conférence, je participe à une réunion de formation à l'ENSP de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, l'école des commissaires de police. Et là, parmi les auditeurs, en quelque sorte, de cette conférence, il y a le directeur de la PJ de Versailles, M. Espitalier. Jean Espitalier. Voilà. Et je lui dis, mais monsieur le directeur, pourquoi vous ne croyez pas, vous n'exploitez pas plus cette hypothèse Fourniret? Il Moi, répond. j'en suis... Ah, vous m'énervez avec ça, me répond-il. Il saute sur sa chaise, là, comme un cabri, en disant l'alibi, l'alibi, l'alibi. Je lui dis, monsieur le directeur, cet alibi... Enfin, vous vous êtes jamais posé la question Faut déjà de aller savoir vérifier, que hein. quelqu'un Ouais, faut aurait aller pu vérifier. téléphoner Tenez pas à la la place de ligne, ouais. Fourniret. C'était toujours souvent très prémédité, quand même, ces enlèvements de jeunes filles. Il y a de jeunes filles, parce que quand il se fait interpeller, il y a Marie-Ascension Sanway, 13 ans et demi. Donc, Et qui réussit heureusement à s'échapper. oui, qui a réussi à s'échapper, qui est à l'origine de l'arrestation de Exactement. Fourniret. Donc, Exactement. il n'y a pas que Elisabeth Brichet. Bien sûr que les petites filles l'intéressaient au plus haut point, les intéressaient au plus haut point. Et donc, je lui dis, et il s'énerve, complètement psychorigide. Ça va encore même plus loin, parce que j'étais en colère, que l'on non pas qu'on ne m'écoute pas, ça, je m'en fiche complètement, c'est pas le problème, mais qu'on n'exploite pas plus cette piste de Fourniret, telle que il me semblait que c'était. Moi, j'ai une question pour Et, oui. et je vais le voir à la maison d'arrêt, Ah. Fourniret, juste avant le procès, parce que j'avais de bons contacts Ouais. avec lui. Et quand je lui parle d'Estelle Mouzin, il se lève comme un beau diable, il a failli m'étrangler, etc., en disant c'est pas moi, c'est pas moi. Mais moi, j'étais convaincu depuis le départ, parce qu'il me l'avait dit en négatif à la Fourniret, il m'avait fait des aveux. Éric Mouzin, vous, à quel moment Michel Fourniret est arrêté? À quel moment vous commencez à explorer cette piste? Tout de suite? Ou est-ce que ça va prendre du temps? Et lorsqu'il y a ce procès à Charleville-Mézières, est-ce que vous allez guetter ces réponses? Parce que je me souviens, moi, j'ai pu assister à ce procès à Charleville-Mézières. Le cas d'Estelle Mouzin, on en parlait à ce moment-là. Il n'était pas renvoyé pour cela, mais on en parlait dans les couloirs. Donc vous, à quel moment vous vous intéressez précisément, si je puis dire, et dans le détail à Michel Fourniret? Donc Michel Fourniret, il rentre dans notre vie en juin 2023, en 2003, pardon. C'est repas d'anniversaire et il y a un coup de téléphone du SRPJ me disant on a arrêté un individu en Belgique qui a enlevé un petit enfant, on s'en occupe et tout. Bon, ok. Ça paraît tellement lointain, ça paraît tellement... voilà. Moi, dans un premier temps, effectivement, je considère que ça fait peut-être partie, c'est peut-être une piste, mais qu'elle doit être analysée. Et effectivement, quand on arrive à avoir accès aux quelques pièces de la procédure, il y a un PV du SRPJ avec une copie d'écran MAPI, Guermantes Sarcustine égale 2h45, mauvaises conditions de circulation. Le trajet que Michel Fourniret aurait pu Coup de emprunter. téléphone à 20h, moins 2h45, il ne peut pas être à Guermantes et téléphoner à la maison. Quand, à ce moment-là, le cabinet Seban dit « Mais attendez, la téléphonie, vous savez bien que c'est compliqué. » En plus, il avait une capacité de transfert d'appel avec son opérateur belge et qu'il avait une quantité industrielle de cartes SIM. Donc le cabinet Seban dit à tous les magistrats « Mais attendez, vous n'avez pas la liste de tous les numéros de téléphone de Michel Fourniret, on va vous les communiquer, comme ça vous pouvez faire vos vérifications. » Dans le jugement qui a été rendu mercredi, le juge, le magistrat nous dit la téléphonie a été vérifiée, tout va bien, il n'y a pas d'anomalie. Alors le juge a cité une pièce, mais malheureusement, il n'a pas cité la bonne. Si on prend la cote 47 905 et les suivantes, vous avez, par exemple, tel numéro, qui c'est qui a appelé? Michel Fourniret. Il appelle qui? Il appelle son fils. Son fils, après, n'a pas été entendu. À l'époque, il est petit.
mais au fur et à mesure des années, il grandit. Donc voilà, on a les numéros de téléphone, y compris le jour de la tentative d'enlèvement de Meghan. Là, la ligne 001. Meghan, on le rappelle pour les téléspectateurs, c'est l'ami de votre fille et c'est un repérage fait par Michel Fourniret juste avant. Qui a refusé de monter dans la camionnette qui lui proposait gentiment de la ramener de chez elle, puisqu'elle était devant chez elle. Bon. Donc là, c'était une faute. Donc Michel Fourniret ne s'avoue pas vaincu. Ça, c'est le dernier jeudi avant les vacances scolaires 2002-2003. Oui. Dès le jeudi, il revient avec une similitude de jour, le jeudi, de la même heure, au même endroit. Et là, il tombe sur Estelle qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Meghan. Voilà, c'est l'histoire. Donc, pour revenir quand même à ce qui est dit, moi, je vais un peu plus loin. Alors, j'espère que je ne dis pas une énormité qui me vaudra les foudres de tout le monde. Allez-y. Mais le fait de refuser de se remettre en question, c'est pas que le tunnel de pensée, c'est pas autre chose. C'est un refus de concourir à la manifestation de la volonté. De la vérité. De la vérité, pardon. Lapsus. Oui. Ouais. Donc. Parce que, au procès d'assises, un témoin qui s'était adressé à l'association pour nous dire, le jeudi qui a précédé le jeudi de l'enlèvement d'Estelle, j'ai vu Michel Fourniret sur un parking de station-service. Oui. Cette personne est entendue dans le cadre des procès d'assises. Le président lui demande ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est pas tout à fait ce que vous avez mis dans votre déposition. Et la personne de répondre, j'étais convaincu que j'allais être entendu par les vrais enquêteurs, entre guillemets vrais enquêteurs, parce que ce que je leur disais, je voyais bien qu'ils refusaient de le prendre en compte. Donc vous, ce que vous dites, c'est qu'il y a un espèce de déni de vérité, de déni de justice, en tout cas qu'il n'y a pas eu les moyens nécessaires pour... C'est pas les moyens. Non, là, c'est plus les moyens. C'est la volonté. C'est le refus délibéré de se remettre en question et d'accepter qu'à un moment, on a pris une position erronée. Nous avons demandé, avec le cabinet Seban, je ne sais pas combien de fois, la relecture du dossier par un œil neuf. La relecture du dossier par un œil neuf, ça consiste en quoi? Ça consiste à se dire, je mets tout, je reprends, je me refais une chronologie. Est-ce que ma liste d'hypothèses, elle est valable, elle est fausse, les alibis sont bons, ils sont pas bons. C'est comme ça qu'on arrive souvent à résoudre. D'autant plus que le SRPJ peut nous dire qu'ils avaient des tas de pistes. J'ai jamais vu les pistes du SRPJ. On a arrêté, des gens qui n'avaient pas des comportements exemplaires, mais qui n'avaient rien à voir avec l'enlèvement d'Estelle. Alors, comment est-ce que la vérité va finir par arriver? Par fragments, par notamment... Michel Fourniret, il ne va pas vraiment nous aider dans cette enquête, mais est-ce que ce n'est pas Monique Olivier qui va avoir la clé et la co-détenue de Monique Olivier? Comment est-ce qu'on arrive finalement au bout du chemin? Deux petites choses, c'est pas qu'il ne veut pas aider, il veut bien aider Michel Fourniret, il parle d'Estelle tout le temps. Dès 2004, quand il avoue les 8 autres meurtres en Belgique, il parle d'Estelle Mouzin, il dit c'est pas moi. Il parle toujours en négatif, Fourniret. Quand il dit c'est pas moi, ça veut dire c'est lui. Voilà, donc si on met le décrypteur, voilà, c'est pas moi, c'est pas moi. Dans son premier PV d'audition, mais il faut comprendre comment pensent ces gens-là. C'est des pervers, c'est des gens qui sont toujours en train de s'affronter à la justice. En 2007, avant qu'il soit jugé pour les 8 autres meurtres, 7 autres meurtres, il va dire Estelle, je voudrais être jugé pour Estelle, je voudrais voir son père d'ailleurs, mais c'est pas moi. Alors on se dit, s'il en parle, c'est que c'est pas lui, effectivement. Quand il est entendu la première fois en 2005 par la PJ Versailles, on lui dit, vous étiez où le 9 janvier 2003 quand Estelle Mouzin a disparu? J'étais en France, j'étais à Ville-sur-Lume. Et il donne l'endroit où il a assassiné Estelle. Donc il donne des indices. Sauf comme on ne comprend pas, le fonctionnement, on n'a pas la grille de lecture de ces gens-là. Et en fait, comment l'histoire sort? Elle sort pas grâce à un magistrat, elle sort pas grâce à un policier, elle sort grâce à une escroc, qui est une co-détenue de Monique Olivier, Milica Petrovic, qui se met en tête parce qu'elle voit Monsieur Mouzin à la télévision. Exactement. Et qu'elle est émue
par votre témoignage, elle se met en tête de faire parler Monique Olivier, qui est de l'autre côté du couloir. Pour bien mettre la scène, c'est une émission dans laquelle vous intervenez et vous expliquez, grosso modo, qui que ce soit, que vous ayez la vérité, des fragments de vérité, aidez-nous à retrouver Estelle. La teneur de votre message, elle est à peu près de cet ordre-là. Et c'est à ce moment-là où cette codétenue se dit, moi, j'ai Monique Olivier devant moi, va bien falloir que je fasse quelque chose, je vais pas rester les bras ballants, quoi. C'est ça l'idée ? Voilà, c'est exactement ça. Et elle se dit, je vais la mettre en confiance. Et elle la met en confiance. Elle lui offre un café, elle lui fait les ongles, elle la fait venir dans sa cellule, porte fermée, parce qu'elle veut pas que ses copines voient qu'elle parle à Monique Olivier, parce que Monique Olivier est très mal considérée en prison. Et elle va permettre à Monique Olivier, Monique Olivier va finir par lui dire que c'est elle qui a passé le jour de l'enlèvement d'Estelle un coup de fil au fils de Michel Fourniret, à la demande de Michel Fourniret, pour faire croire que c'est Michel Fourniret qui a appelé son fils, le fameux alibi. Fourniret tombe, il n'y a plus d'alibi. Mais il ne tenait pas de toute façon. Oui, mais on n'était pas allé voir qu'il ne tenait pas. Absolument. Il y a deux choses en complément de ce que vient de dire Michel Fine, c'est que pour le dossier Estelle, Michel Fourniret n'est pas arrêté à la suite d'une enquête de police. Jamais. Non. De tous les crimes qu'il a commis depuis 1987, il n'a jamais été arrêté à la suite d'une enquête de police. Toutes les enquêtes de police ont échoué. Toutes. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Ça pose quand même le problème de l'efficacité des services d'enquête. Effectivement, c'est Monique Olivier qui va le dénoncer pour des... C'est incompréhensible. Je n'ai pas du tout envie de rentrer dans la tête de ces gens-là. Je mets la plus grande distance. Justement, quand ils vous proposent de vous rencontrer, quelle est votre réaction ? Vous savez, j'ai fait à peu près... je ne vois pas ce que j'aurais pu faire de plus. Donc s'il fallait rencontrer Michel Fourniret, j'étais prêt à y aller, mais je ne voulais pas y aller en allant au casse-pipe et me faire retourner par un pervers qui pouvait me manipuler ou me détruire encore plus. Donc j'ai dit, je ne veux pas y aller comme ça. Et finalement, aucune suite n'a été donnée. Mais entre le moment où la lettre qu'il m'a adressée est partie de je ne sais plus quelle prison où il était et elle m'est arrivée, il s'était passé à peu près 2 ans. Donc elle n'était plus tout à fait d'actualité. Et donc à ce moment-là, de toute façon, comme c'était pas lui, on voyait pas à quoi ça servait que j'aille le voir. Mais il a écrit en me disant qu'il voulait être jugé, en me disant évidemment que c'était pas lui. Bon, d'accord. Il a à de très nombreuses reprises exprimé clairement par la négation, mais la négation peut valoir affirmation dans certains cas avec certaines personnes, qu'il avait quelque chose à voir. Et je pense qu'il s'est délecté de voir qu'un alibi téléphonique aussi ténu que ça, aussi improbable, quoi. Enfin, on a l'impression de lire le Club des 5. Et ça marche. Il a dû jubiler. Et vous voyez, quand vous disiez tout à l'heure qu'agent Espitalier, qui était le patron de la PJ Versailles, c'est pas lui qui porte toute la responsabilité, parce qu'il y a un service enquêteur, il y a des chefs de groupe, il y a toute une équipe qui était persuadée que ça n'était pas à fournir. Mais vous êtes un procureur de la République quand même. Quand un proc dit à un patron de PJ, même à l'école des commissaires à Lyon, lui vous dit, il connaissait rien, et ça se termine comme ça. Et c'est pour ça que je partage totalement l'opinion de M. Mouzin sur le jugement qui vient d'être rendu. C'est effectivement un jugement défensif parce qu'il y a naturellement une responsabilité extrêmement lourde des enquêteurs, de la PJ et de leurs responsables, en premier chef, le directeur, mais il y a une responsabilité très lourde du monde judiciaire. De la DGAC à laquelle vous avez écrit ? Oui, mais ça, bon... Mais pas seulement. Ils ont fait du juridisme. J'étais pas compétent géographiquement, je me mêlais de ce qui me regardait pas. Le côté humain, ça leur est parfois un peu étranger tout de même. Mais vous parliez de la direction d'enquête. Un directeur d'enquête, c'est un juge d'instruction, l'espèce. C'est lui qui dirige l'enquête. Qui délivre des commissions rogatoires aux enquêteurs. C'est pas l'OPJ, les OPJ en charge d'enquête. Et puis, il y a le procureur, quand même, qui n'est plus directeur d'enquête à partir du moment où le juge d'instruction est saisi, mais qui, naturellement, co-dirige, entre guillemets, ou selon les bonnes relations qu'il entretient avec son ou ses collègues de l'instruction. Il a aussi son mot à dire. Bon, il y a eu un silence extrêmement coupable
de la justice. Alors, les juges d'instruction, Donc 10 là- juges d'instruction en 2 ans, on croit rêver. Sur une affaire comme ça, il faut mettre 2 juges d'instruction et puis passer un deal avec eux, quoi. Je veux dire, vous restez au moins 5 ou 6 ans, ça se fait, ça je l'ai vu. 5 ou 6 ans, 7 ans s'il faut, le maximum. Et puis ensuite, vous aurez une priorité dans le choix. Vous voyez, comment peut-on imaginer 10 juges d'instruction en 2 ans? C'est complètement irresponsable. Donc, dans cette condamnation, vous avez l'impression qu'il s'en tire à bon compte, que c'est un petit peu une justification à minima. Comment est-ce que vous caractérisez cette décision de C'est une justification à minima, mais c'est une excellente chose, au moins sur le plan des principes, que l'État soit reconnu comme ayant le service public de la justice, justice-police, soit reconnu comme étant responsable. Ça Pour n'est faute pas lourde. qu'une faute grave de l'État, c'est une faute grave des services de Faute l'État, lourde. en l'occurrence la justice, un service de police judiciaire. Oui. Pourquoi est-ce qu'on sort pas des noms, qu'on dit pas telle personne qui avait dit ça? Est-ce que ça vous êtes Éric, pardon, c'est difficile de vous poser la question comme ça, mais Non, vous êtes satisfait de cette décision parce qu'on reconnaît que l'État a fauté, Ah oui. ou vous voudriez aller plus loin aussi? Non, Parce suis que ces gens satisfait. continuent à faire leur Je suis travail finalement. satisfait, c'est ce que nous demandions. D'accord. La page 14 du jugement, elle est claire. Il y a une reconnaissance de la responsabilité. que les services de l'État n'ont pas réussi à remplir leur mission. C'est ce que l'on voulait. Bon, c'est basé uniquement sur le défaut de cotation du dossier qui était reconnu par l'avocat de l'État dans ses pièces pendant la plaidoirie et par le procureur. Donc il y avait quand même à un moment un consensus pour dire le défaut de cotation, c'est une faute, ça veut dire que ça ne fonctionne pas correctement, mais ce jugement, il est en fait rempli de contradictions. Voilà. C'est à la fois très important puisque l'État est condamné parce qu'il n'a pas su coter, mais en même temps c'est sans incidence parce que de toute façon ça n'aurait pas changé le cours des choses, Estelle était déjà morte. Donc on joue tout le temps sur ces deux tableaux-là. Alors après, pour répondre à votre question des noms, moi j'ai toujours refusé de mettre des noms de qui que ce soit sur tous les gens qui sont intervenus dans ce dossier-là, parce que c'est pas un problème de personne, c'est un problème d'institution, de système, et c'est aujourd'hui pour ça que nous espérons avec le cabinet Seban qu'on va réussir à exploiter ce jugement pour essayer de faire bouger les choses. Alors c'est quoi les faire bouger les choses? La suite, c'est le pôle Cold Case de Nanterre? Est-ce que c'est votre prochain combat? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place avec cette décision? Alors aujourd'hui, vous savez qu'il n'existe pas de fichier des enfants disparus. Bon. Alors des associations ont commencé à fabriquer des fichiers de leur côté, mais c'est quand même inadmissible, d'autant plus que en octobre 2024, on nous annonce le fichier est presque prêt, on va appuyer sur le bouton, il y a juste un petit détail de RGPD à régler sur le site du ministère de l'Intérieur. Donc l'association a écrit tout de suite au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Justice pour dire alors allons-y. Alors on y va. Réponse non. Voyez les services de gendarmerie qui viennent de nous dire voyez avec la chancellerie. Donc on recommence et le résultat c'est qu'on n'a pas eu de réponse. On ne sait pas où ça en est. Donc c'est une histoire sans fin. Dans l'ordre, nous allons demander la création de ce fichier des enfants disparus. Nous allons demander à ce que les prélèvements ADN des enterrés sous X soient mis dans un fichier comme c'est prévu par la loi et que ce fichier soit créé. Ensuite, on comparera les deux fichiers parce que peut-être qu'on recherche des enfants disparus qui sont enterrés dans le village d'à côté sous X. Ça s'est passé. Ça s'est passé. Il y a au moins un exemple. Dans l'affaire Émile Louis. Dans l'affaire Émile Louis. Ça serait quand même dans l'intérêt de l'État de mettre en place un système. Ok, ça va peut-être coûter un petit peu d'argent, mais ça coûte certainement moins cher que de monopoliser l'intervention de magistrats de services d'enquête qui tournent en rond parce qu'ils n'ont pas fait d'une vérification élémentaire comme celle-là. Ça leur coûtera moins cher. Puis en plus, s'ils arrivent à se faire condamner aussi, ça leur coûtera moins cher. Et donc, ça, c'est les premières pistes. Et ensuite, la création d'une fondation qui s'occupera des problèmes de disparition d'enfants. Là, c'est beaucoup plus compliqué et j'ai besoin d'être sûr que l'association me suit dans ce combat. Et pour ne pas être uniquement à charge, on va dire, est-ce que ça ne peut pas être non plus un problème d'époque? En 2003, on n'a pas les moyens d'aujourd'hui parce que ce même service, l'APJ Versailles, qui a totalement raté l'enquête sur la disparition de votre fille, a été brillant dans la mort de la petite Louise il y a quelques mois de ça. En 72 heures, ils ont retrouvé l'auteur présumé, un jeune garçon qui s'appelle... Et 72 heures. Donc, est-ce que ça peut pas être aussi un problème d'époque
Parce qu'on Non. n'avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Et pardon de vous interrompre un peu brutalement comme ça, mais je crois pas. Et j'apporte un bémol sur ce que vient de dire Monsieur Mouzin. Il ne faut pas personnaliser les choses. Moi, j'ai toujours, en 41 ans, j'ai toujours vu des PJ qui travaillaient remarquablement bien. L'exemple que vous avez donné, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. J'ai jamais eu à me plaindre d'une quelconque inefficacité des enquêteurs de la PJ. C'est la première fois que je vois un tel travail bâclé, pour reprendre votre expression, qui est parfaitement juste. Pourquoi? Là, c'est un problème de personne. Vous avez affaire à des enquêteurs qui sont pas bons. Voilà. Vous avez affaire à un directeur qui n'est peut-être pas forcément à la hauteur, me semble-t-il. C'est très subjectif ce que je dis, mais je le dis comme je le pense. Et ils sont rentrés dans cette espèce d'effet tunnel avec l'innocence de Fourniret et n'ont pas voulu en démordre. Peut-être un peu un complexe de supériorité aussi. On ne va pas quand même se faire apporter l'affaire sur un plateau par la police judiciaire belge ou par une petite police judiciaire. On y arrivera de nous-mêmes, province. c'est ça ce que Voilà, vous dites. On y arrivera par nos nous-mêmes. propres On est moyens. quand même la grande PJ Résultat, on a vu versaillienne. ce que ça a Il y a donné. tout ça. Et puis le déni. Alors il y a le déni de grossesse, ça existe, tout le monde le sait, mais il y a le déni de vérité, quoi. Encore aujourd'hui, après la condamnation de Monique Olivier, encore aujourd'hui, il y a des enquêteurs qui étaient sur l'affaire d'Estelle Mouzin qui sont presque persuadés que c'est pas Fourniret ni Olivier. Alors qu'il y a de l'ADN partiel, il y a les aveux de Fourniret, les aveux précis et circonstanciels de Monique Olivier. C'est vous dire à quel point ils sont en dessous de tout. Michel, vous voulez rajouter quelque chose? Michel Moi, je Fille suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je dirais pas qu'ils sont pas bons, parce qu'effectivement, ils ont résolu plein d'enquêtes, et Oui. c'est quand même un des C'est pas premiers bon, c'est en dessous de services de sur PJ cette de affaire-là. France. Ils se sont trompés sur cette affaire-là, et ils ont persisté dans l'erreur. Ça peut arriver, mais il peut non, y c'est avoir un contre-pouvoir quelque part, par exemple un juge d'instruction ou Oui, un procureur qui leur dit mais Et ça enfin, n'a pas fonctionné. regardez, et ça n'a pas fonctionné. D'accord. Pourquoi ça a marché en Belgique? Parce qu'en Belgique, on a un système différent et que la PJ est rattachée au ministère de la Justice. Et que c'est les mêmes enquêteurs qui ont interrogé Monique Olivier pendant 1 an, 120 interrogatoires pour la faire avouer. Et derrière, Michel Fourniret a avoué. Et c'est pas... et en France, c'est pas les enquêteurs, ils gardent une enquête pendant 48 heures. Ensuite, c'est le juge d'instruction qui prend le relais. Quand vous avez 10 juges d'instruction, vous n'avez pas de patron d'enquête. C'est ça le problème. Merci infiniment à tous les trois. Merci d'être venu parmi nous, Éric Mouzin. Puisse votre combat en éclairer d'autres et permettre ainsi aux choses de bouger dans le bon sens.